Marilyn Millereux, bonjour. Bonjour. Alors, je vais tout de suite préciser, on se connaît bien. Oui, Et donc, du coup, je vais me permettre quelque chose que normalement on ne fait pas. Je vais t'appeler Marie, parce que oui. j'ai l'habitude de t'appeler comme ça. Et je me vois mal dire Marilyn. J'ai pas Eh l'habitude oui, du tout. c'est sûr. Tu es professeur des écoles Mm. Depuis 18 ans. depuis 18 ans déjà. Tu es aussi, je sais pas si on dit maître formateur. Oui, on dit maître formateur, même pour les femmes, oui. Donc, je suis formatrice. Moi, du coup, je féminise comme ça. Depuis 3 ans. D'accord, ça consiste à former les autres enseignants. C'est ça. Ça consiste à accompagner les jeunes enseignants dans les débuts du métier. Ok. Et tu es aussi membre du jury du label EducaFlip, Oui, par laquelle on va démarrer d'ailleurs. Donc EducaFlip qui se trouve euh, pendant le festival, attends, c'est quoi déjà, Festival ludique international de Parthenay, oui, le flip. le FLIP pour les intimes, qui se déroule en général, qui dure 10 jours en juillet. Oui, Je crois que cette année c'est du 9 c'est au ça. 20. Oui, on fait l'ouverture, comme tous les ans, le mercredi 9 juillet. Voilà. Donc qui se déroule dans la ville de Parthenay, donc toute la ville Oui. est remplie. Et c'est le plus grand, je pense, festival français de jeux de société, puisqu'il accueille plus de 240 000 ou 250 000 visiteurs chaque année. Il est gratuit, Oui, donc ça en fait le top. C'est à faire. Si, oui. Donc on va commencer par EducaFlip. En fait, c'est quoi le label EducaFlip? Alors, le label EducaFlip aura 10 ans cette année. C'est un label qui a été créé par Olivier Decroix pour promouvoir le jeu à l'école et pour des jeux qui font le lien entre l'école et la maison. Donc, chaque année, on récompense en fait 3 jeux de société. C'est pas hiérarchisé. Il n'y a pas 1, 2, 3. C'est 3 labels qui sont accordés et qui permettent de mettre en valeur une partie des créations ludiques, alors du moment ou pas du moment, mais en tout cas de jeux qui nous semblent très intéressants pour la classe. Voilà. Je pense que ce label, il a vraiment permis que le jeu retrouve sa place, notamment à l'école élémentaire, parce que pour l'école maternelle, je pense que le lien était plus évident, qu'on apprend en jouant. Mais pour l'école élémentaire, ça faisait plus partie un peu des revendications apportées au départ. Là, je trouve que c'est quand même plus accepté. Et je pense que le label, de ce point de vue, a fait quand même sa part. Voilà. Au départ, je suis pas membre. Je crois que je suis le membre le plus récent du jury. Donc, moi, j'ai plutôt découvert le flip puis l'EducaFlip assez tôt, mais je fais pas partie du groupe original, disons, des membres du jury. Et c'est un jury donc de 8 personnes désormais, qui a beaucoup de couleurs ludiques différentes. Et on espère que ça nous aide à mettre, parce qu'au-delà des 3 jeux labellisés chaque année, on porte aussi une sélection de 10 jeux. Et on constate que c'est de plus en plus dur de n'avoir que 10 jeux. Là, on s'arrache un peu les cheveux aux différentes étapes du parcours, mais c'est assez beau de faire partie de cette aventure-là. Voilà. On est très contents. Oui, oui. Oui, parce que tu disais, vous arrivez à 10, mais en fait, j'ai vu en 2024, c'était 55 jeux Oui. qui ont candidaté. Peut-être préciser, tu parlais de l'élémentaire. Donc, c'est... C'est ouvert. C'est vraiment des. En fait, la particularité, c'est que contrairement à. On n'est pas un prix enfant, quoi. Le jeu enfant, les professionnels te diraient que c'est plutôt 4-7 ans, les âges considérés. Nous, on est conscient que notre spécificité, c'est d'aller un peu au-delà, parce qu'en fait, on recherche des jeux qui puissent être utilisés de 2 à 10 ans. Donc, en fait, on est un peu avant le jeu de société enfant tel que porté par les professionnels du jeu enfant. Et on est un peu après, c'est-à-dire on est aussi dans les jeux familiaux, le début des jeux familiaux. Je trouve que c'est aussi une force, parce que du coup, on peut... en fait, quand on est professeur, dans sa classe, on peut être amené à
à s'emparer des possibilités du jeu de société par différentes portes selon sa couleur professionnelle, ses aspirations, son rapport au jeu en tant que personne. Donc en fait, je trouve que le fait de balayer comme ça très large permet peut-être d'amener des professeurs qui n'auraient pas pensé à ce biais-là pour enseigner. Donc c'est un peu notre carte forte. Moi, je pense que c'est un atout. Après, ça fait qu'il faut être conscient de cette particularité. On n'est pas que sur le jeu enfant, voilà. On est un peu avant, un peu après. Oui, c'est d'autant plus riche, je trouve. Voilà. Oui, oui. Et je faisais cette petite précision parce que dans notre système éducatif français, donc l'école élémentaire, ça va donc jusqu'à 10 ans. Oui. Et c'est aussi pour les gens qui sont suisses ou belges ou dans d'autres pays francophones qui peut-être n'ont pas le même système éducatif. Comme ça, voilà, ça donne une fourchette aussi. Qui compose le jury? C'est des particuliers, des professionnels du monde du jeu? Ce sont des professionnels de l'éducation. À la base, on est tous professeurs des écoles et on est dans différents cycles de l'école qu'on appelle donc primaire. L'école primaire, ça regroupe à la fois l'école maternelle et l'école élémentaire. Donc, on a une collègue de cycle 1, Émilie, jeu d'école. On a des collègues de cycle 2, donc Morgane, Mathieu et moi. On a des collègues de cycle 3, Mallory, Charivari et Laurent, qui désormais aussi est créateur d'une plateforme numérique d'apprentissage. Voilà. Et donc, il y a Olivier qui est le président et qui, lui, ne vote pas, mais est un peu garant. Il peut trancher des décisions, il est garant du déroulé du vote un peu. Voilà. Donc, c'est comme ça que c'est organisé. Alors, on est aussi conscient que ce n'est pas forcément équilibré. Par exemple, sur la maternelle, il faut qu'on se surveille pour qu'il y ait toujours une place dans notre sélection pour les jeux en direction de l'école maternelle. C'est un point qui nous semble très important. Voilà, donc c'est beaucoup de discussions et de parties. Donc ça, c'est plutôt chouette. Oui, parce que je vais revenir sur la maternelle, parce que je trouve ça intéressant, mais justement, tu parles de jeu avec le sourire. On n'en a pas parlé, mais toi, tu as un parcours ludique avant d'être professeur des écoles, etc. Tu es le nom? Oui, en fait, quand je disais que les membres du jury ont des couleurs ludiques différentes, c'est aussi parce qu'on est venu au jeu de façon différente. Il y a des professeurs qui ont d'abord joué dans leur classe, des membres du jury qui ont d'abord joué dans leur classe, avant de se mettre en tant qu'adulte à jouer. Et moi, je fais partie de la catégorie du jury inverse, c'est-à-dire que je jouais d'abord. Et après, je me suis dit, tiens, mais en fait, je pourrais jouer dans ma classe. Donc, déjà, ça explique aussi pourquoi il y a ces opinions très variées au sein du jury. Oui, effectivement, enfant, je jouais beaucoup. En fait, on était une famille de 3 enfants. Et mes parents étaient soucieux qu'on ne soit pas trop gâtés pour Noël, parce qu'ils trouvaient ça très dispendieux pour 3 enfants, Noël. Donc, quand on leur demandait « mais que peut-on offrir aux enfants ?» ils disaient toujours un jeu de société auquel ils pourront jouer tous les 3. Et donc, on jouait beaucoup. Et on jouait surtout avec nos parents. Donc, ce qui fait que j'ai compris assez tôt qu'autour d'une table, on peut réunir plein de générations différentes. Actuellement, à Parthenay, il y a différents labels. Et donc, il y a l'écolabel aussi. Et il y a le Silver Clip. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est dans les maisons de retraite et dans les EHPAD avec les personnes âgées. Et ils votent aussi, ils jouent et ils votent. C'est un prix du public. Voilà, et c'est vraiment chouette. Et c'est le même créateur. C'est Olivier qui a créé les 2 labels. Moi, je trouve qu'il a bien saisi le côté intergénérationnel du jeu, quoi. Oui, qu'il ne soit pas cantonné que... à la belote et au rami, quoi. Oui. qui puisse découvrir. Qui découvre aussi toutes les possibilités du jeu moderne et tout ce que ça offre. Alors, on est revenu au jeu de société. En fait, je jouais enfant. Après, j'ai étudié et donc passé les fameux concours et débuté la vie active, etc. Et puis, avec mon conjoint, donc on était déjà installés à Toulouse et il se trouve qu'on était installés dans un bâtiment où il y a eu des problèmes électriques. Donc en 2015, donc on a eu plusieurs soirées à la bougie de suite. Donc au début, tu ressors des vieux jeux du placard. Et puis au bout du 3e soir où tu n'as pas d'électricité, où d'habitude tu geeks et tu fais d'autres choses,
là, on s'est dit quand même, c'est pas possible, il doit y avoir mieux désormais que ces jeux-là, en tout cas autre chose. Et donc, on a atterri, on a cherché sur Internet boutique de jeux, etc. Et la première boutique dans laquelle on est entré, c'est au Passe-Temps à Toulouse. Oh, la catastrophe. Voilà. Et là, c'était un peu fini. On est reparti avec Andorre, Abyss, voilà. Et on a surtout écumé les festivals de jeux. Et on a pu discuter très tôt avec des éditeurs, des auteurs, des illustrateurs. Et en fait, ça, je trouve que ça te forge aussi... Enfin, je sais pas, c'est vraiment... on met dans le jeu beaucoup d'aspects humains, en fait. Un peu comme Rachel qui disait... j'ai vu une interview d'elle à l'Alchimie du jeu, et elle disait que c'est beaucoup d'humains. Et c'est vrai. C'est grâce aux jeux de société qu'en fait, à Toulouse, on a rencontré tous nos amis. On est allé à des soirées d'associations, puis on est retourné. Et à force de fréquenter ces lieux-là, et en fait... c'est plus seulement des gens avec qui tu joues, ça devient plus personnel et voilà. Donc ça nous a fait rencontrer des gens qu'on n'aurait pas pu rencontrer ailleurs et c'est un peu ce à quoi j'aspire en faisant jouer dans ma classe aussi. Il y a plein de choses, hein, mais je me dis que des enfants qui jouent, ce seront peut-être ils auront d'autres aspirations, mais ce seront peut-être des enfants, des adultes qui jouent aussi. Et je trouve que savoir faire société autour d'une table, c'est très important. Je trouve que savoir qu'il y a un peu des règles du jeu aussi dans la vie et qu'on peut, essayer de comprendre comment fonctionne l'autre, tout ça, c'est important. Ça donne des cartes pour la suite. Voilà. Oui, c'est vrai que le monde du jeu est un monde qui est très accessible au niveau des personnes, dans les gens qui font vivre le secteur, ce qui n'est pas le cas partout. Et il y aura d'autres questions, on y reviendra pour l'école justement, parce que, comme tu l'as dit, je trouve que c'est important de mettre en place qu'il y a les règles du jeu, mais il y a aussi en fait toute une codification du savoir-être en société qui s'exprime autour d'une table de jeu, que parfois en tant qu'adulte on peut oublier certains comportements, et je trouve que le jeu peut parfois nous le rappeler. Oui, et puis il y a aussi des choses permissives dans le jeu. Par exemple, quand des enfants, c'est Paul-Henri qui disait ça, et il dit que lui, il fait jouer des jeux où on peut bluffer à ses élèves. Parce que des fois, il faut apprendre aussi que, ah oui, dans tel jeu, on peut vraiment mentir. Et c'est bien, je trouve, ça apprend les limites, parce que c'est dans le cadre du jeu, et je trouve ça bien, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin aussi de s'affranchir de codes plus pesants ou de choses pesantes. Et ça apprend à être un peu irrévérencieux aussi parfois. La transgression. Voilà. Mais c'est toujours dans le cadre, limité dans le temps et du jeu, quoi. Et ça, c'est important que ça ouvre des choses. Ça ouvre à l'altérité. Mais des fois, on perçoit aussi ses capacités, son potentiel, en se frottant à jeux auxquels on n'aurait jamais pensé se frotter, quoi. Oui. Puis il y a un aspect qu'on oublie de noter, mais dans le jeu de société, moi je trouve qu'il y a quelque chose que dans notre société, au sens large, c'est un gros sujet de débat, c'est le consentement. Et dans le jeu de société, il y a ça, c'est-à-dire qu'on bluffe. Il y a des jeux comme le mytho, on triche, mais c'est avec le consentement de tout le monde. Oui. Et ça, c'est important en fait de rappeler ça, que quand on transgresse, c'est avec le consentement. Oui, c'est très important. Comme dans une salle avec un humoriste, où ils peuvent se permettre d'aller loin, mais c'est avec notre consentement. En fait, on est dans un endroit, un espace qui offre ça. Tout à l'heure, tu as parlé de la maternelle dans les jeux. Moi, il y a quelque chose, alors, peut-être je ne suis pas du tout dans le truc, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il y a ce qu'on appelle les jeux à règles, qui est un peu les jeux de plateau, ce qu'on appelle comme ça, et le jeu, je ne sais pas, sans règles, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais pour les tout petits. Il y a du jeu à règles déjà à la maternelle? C'est déjà quelque chose qui... Alors, cette année, il se trouve que j'ai un peu un pied en maternelle quand même, parce que je suis une débutante en maternelle. Et du coup, je suis en train de m'acculturer davantage à l'enseignement en maternelle. Et il se trouve que je suis amenée du coup à visiter plusieurs classes de maternelle, la sienne, mais d'autres. Et en fait, ce qu'on y voit, c'est déjà des espaces qui sont organisés autour du jeu, avec de l'exploration libre. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça et de voir que c'est investi par les enfants.
Il y a aussi des temps, que ce soit d'accueil ou d'enseignement aussi, où il y a des jeux à règles auxquels les enfants peuvent se familiariser. Donc, en fait, c'est un monde ouvert. Voilà, je pense à ça. Il y a aussi de nouvelles pratiques pédagogiques. Par exemple, il y a une collègue alors que je connais sur Instagram, donc son pseudonyme c'est Maîtresse Mélanie. Elle propose des espaces à scénario. Elle réinvestit des espaces de jeu qui plus classiquement sont libres en créant des scénarios. Donc par exemple, tu vas avoir l'espace pizzeria, mais c'est lié à des enseignements sur l'oral ou sur des compétences plus mathématiques, etc. C'est très attrayant pour les enfants et ça permet effectivement de travailler des choses qui sont au programme de la classe maternelle. Donc oui, il y a l'espace du fleuriste. C'est vraiment extrêmement riche. Moi, c'est typiquement le genre de pratique qui m'attire beaucoup, mais je n'ai pas n'enseignant pas moi en maternelle. C'est vrai que pour l'instant, je regarde un peu d'un œil extérieur. Voilà. Ma collègue Émilie, qui fait partie donc du jury EducaFlip, donc elle tient un blog, parce qu'à la base, on est tous aussi des enseignants blogueurs au sein du jury. Et donc, elle tient un blog qui s'appelle Jeux d'école. Et en fait, elle a depuis fort, fort longtemps des pratiques de jeux de société au sein de la classe. Là, actuellement, elle est toujours enseignante, mais en école maternelle. Et ils ont développé avec ses collègues du décloisonnement, ce qui fait qu'ils ont organisé collectivement les espaces normalement des classes avec des pôles. Enfin, de ce que j'ai compris, tu as plutôt un espace dédié aux arts, un espace dédié aux mathématiques, etc. Et je sais qu'il y a une forte place qui est laissée aux jeux dans leur pratique d'enseignante. Voilà. Après, c'est un peu mes limites. Du coup, je ne connais pas beaucoup l'univers de la maternelle, mais je sais que j'ai une curiosité. Je pense que c'est parce que, étant enseignante en CP, j'ai forcément envie de savoir l'amont, parce que de mon niveau chouchou, tu vois. Donc, oui, j'ai une appétence pour tout ce qui est pré-élémentaire, oui. Enfin, maternelle. Dans l'EducaFlip, j'ai vu qu'il y avait aussi marqué dans les critères, oui. En gros, pour que le jeu soit sélectionné, il y a notamment avoir un potentiel pédagogique important. C'est quoi exactement un potentiel pédagogique important ? Alors, tu me demandes ça à moi. Alors, moi, je vais te dire qu'en tout jeu, pour moi, ça signifie que... Je sais pas, je trouve que c'est pas un jeu prétexte. Pour moi, c'est n'être pas un jeu prétexte. Mais après, peut-être qu'un autre membre du jury te le définirait autrement. Moi, je pense que c'est comme si tu me demandais comment enseigner la littérature, j'aurais envie de répondre qu'il ne faut pas que ce soit un livre prétexte, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un livre avec de la profondeur des lectures un peu par strates, quoi. Et moi, je trouve qu'un jeu avec un potentiel pédagogique important, pour moi, c'est un jeu où tu peux mettre en œuvre différentes stratégies, que ce soit individuel ou d'équipe, pour gagner. Et je trouve qu'il faut ça. Il faut cette matière où tu puisses te dire « Ah oui, mais quand là, on rejoue plusieurs parties, où on voit qu'on atteint un autre stade de réflexion, etc. » Pour moi, c'est ça. Il faut qu'il y ait un jeu qui permette ces différentes lectures. Voilà. Et justement, on parlait de sélection. C'est quoi le fonctionnement de l'EducaFlip au niveau de la sélection parce que... Il est particulier. Ouais. En fait, je pense qu'il y a eu différents malentendus dans l'histoire du label. Déjà, le nom a longtemps prêté à confusion, parce que EducaFlip, on met ça en lien avec éducatif, et on a raison, puisque ça a été fait pour ça. Mais il se trouve que éducatif, pour un enseignant, ça n'a pas du tout le même sens que dans le langage commun, on va dire. C'est un gros mot. Ouais, c'est un peu un gros mot. Éducatif, pour un enseignant, ça veut dire quelque chose qui fait le lien entre l'école et la maison. En fait, c'est ce qu'on a en partage avec les parents. C'est-à-dire que dans les textes des programmes, il est spécifié que l'éducatif relève à la fois du domaine d'action, un peu de la sphère
des parents en priorité, bien sûr, mais aussi de la sphère enseignante. C'est-à-dire que à l'école, tout ce qui est règles de vie, bien-être, etc., c'est aussi ça relève aussi de notre responsabilité, enfin de notre vigilance, de notre responsabilité. Le volet éducatif dans l'enseignement, enfin ça fait partie des missions de l'enseignant en fait. Et du coup, quand Olivier a choisi le nom, EducaFlip, ça s'impose assez puisque il voulait trouver des jeux qui font le lien entre la maison, c'est-à-dire entre l'école et la maison, c'est-à-dire qu'on puisse peut-être découvrir à l'école, puis jouer à la maison, ou pour lesquels on puisse inviter les parents à jouer à l'école avec les enfants, enfin des choses comme ça. C'était assez, ça voulait signifier que l'école était un milieu ouvert, quoi, ouvert aux créations ludiques, ouvert à des regards autres, quoi. C'est vrai que les parents, ils n'ont pas le volet enseignement, mais ils aident l'enfant aussi à grandir. Donc ça se voulait autant de regards bienveillants pour faire grandir l'enfant par le jeu, quoi. Et donc là, c'est un premier malentendu. Et après, sur les autres... Alors attends, on était parti d'où ? La sélection. Ah oui, la sélection. Pardon. Oui. Tu parles de malentendu avec le milieu professionnel de l'édition ? En fait, moi, je pense que oui, au départ, c'était pas bien c'était pas saisi, mais parce que je pense que c'est éducatif signifie pas ça quand on le met, quand on la colle à jeu, quand on met jeu éducatif, en fait... On pense à tout sauf divertissement, on pense à quelque chose de barbant, apprendre, etc. Oui. Après, je pense que des fois, il peut y avoir des choses qui sont intéressantes dans ces jeux-là aussi, mais en fait, c'est beaucoup plus large. L'acception qu'on voulait donner, enfin, que je pense Olivier voulait donner au label, c'était beaucoup plus large que ça, quoi. En fait, en gros, le projet, c'est comment les jeux peuvent aider les enfants à grandir à l'école et aussi bien qu'à la maison, quoi. Donc, c'était plutôt ça le projet avec ce nom. Mais c'est vrai que jeu éducatif, ça, tout de suite, ça restreint, en fait. Alors que nous, on entend juste jeu, quoi. Enfin, c'était ça la recherche, quoi. Après, l'autre malentendu, c'est un peu sur le processus. En fait, je pense que la majorité des prix en France, je pense que le jury joue, et puis après envoie une communication aux éditeurs ou à l'auteur pour dire on a retenu votre jeu pour tel prix, etc. Nous, ça peut pas fonctionner comme ça de base, parce qu'en fait, comme l'idée d'Olivier, c'était de réunir un jury un peu de professionnels de l'éducation, donc de profs, blogueurs, etc. Il savait, je pense de base, que son jury serait un peu disséminé, et du coup, l'idée, c'était pas qu'on court le jeu partout en France, quoi. C'était plutôt que les jeux viennent au jury. Et ça, dans un premier temps, ça marchait pas, parce que en fait, quand tu essaies de faire connaître ton prix, ça fonctionne pas au début, quoi, parce qu'on te connaît pas. Voilà. Et donc, voilà, le processus de sélection, c'est qu'il faut candidater. Oui, on en arrive à ça. J'étais un peu longue. Non. Mais en gros, ça, c'est un peu à rebours des autres prix, je pense. Alors, peut-être que je connais... Enfin, je pense... Je peux pas connaître tous les prix du tout, mais j'en connais... À l'heure actuelle, j'ai pas vent d'un prix qui fonctionnerait comme le nôtre. Là, après, il se trouve que moi, j'aime bien, en vrai, aller au festival. Je peux pas tous les faire parce qu'il y a des fois des dates où je peux pas du tout... je travaille. Voilà, j'ai pas de vacances en même temps que certains festivals. Par exemple, Ludinor depuis Toulouse, il y a très peu de chances que j'y aille un jour. C'est vraiment loin sur un week-end et pas du tout sur un week-end. Voilà, donc c'est fort heureusement, il y a mon collègue Mathieu qui est à Lille, quoi. Mais en gros, même si moi j'aime aller en festival, à la base, les membres de jury, c'était pas eux qui contactaient, etc. Là, du coup, c'est un peu mixte, c'est-à-dire que je vais quand même au festival de Cannes, où il y a quand même masse de professionnels du jeu qui se réunissent. Non, bien. Et donc, je vais à ce festival pour rappeler un peu comment on peut candidater, essayer de contacter les personnes qui ne nous connaissent pas, ou de nous rappeler au bon souvenir de tel ou tel. Voilà, de découvrir tout ce qui est... toutes les nouveautés aussi. Mais en général, c'est là
c'est là où je fais, où je joue, où je repère les jeux qui vont paraître et auxquels je vais jouer entre février et juillet. Donc voilà, donc ça me permet de faire un peu moisson de jeux à surveiller ou à jouer déjà en prévision de juillet. Du coup, les candidats doivent quand même remplir le dossier de candidature, etc. Avant je crois que c'est 31 mars à chaque fois. Il se trouve que maintenant, je les contacte quand même. Après, il y aura un petit problème, on va dire, c'est qu'une année sur 3, je ne peux pas aller à Cannes, ça ne correspond pas à mes vacances. Et donc l'année prochaine, voilà, il y aura un souci, je ne serai pas présente pour rencontrer, quoi. Voilà. Oui, pour faire la promotion du label, quoi. Oui. Et... Après, tous les ans, quoi qu'il arrive, même si j'y suis pas, il y a tout de même Étienne Delorme qui est, lui, l'organisateur du Flip. Donc, il a aussi à sa charge l'organisation de l'Educaflip, mais il est toujours présent. Il est aussi je sais qu'il est aussi à l'Alchimie du jeu. C'est vraiment un acteur du monde ludique. Et lui, chaque année, à ma connaissance, chaque année, il y est. Donc, ma présence n'est pas... je suis remplaçable. Mais... Oui. Et peut-être pour les gens qui sont pas en France, mais qui connaissent pas notre système, on a un système c'est comment on appelle ça, les trois zones, ce qui fait que selon où on habite, on n'aura pas les mêmes vacances aux mêmes dates. Il y a un petit décalage d'1 semaine pour tout le monde, pour chaque zone. Et c'est ce qui explique qu'une année sur 3, ça ne matche pas. Exactement. Ouais. Petite question indiscrète. Oui. Sur 10 jeux présélectionnés parmi les 55, il y en a 3 qui sont primés. Oui. C'est quoi le genre de discussion, alors sans dévoiler des secrets évidemment, mais c'est quoi le genre de discussion qu'il peut y avoir lors des délibérations? Qu'est-ce qui peut en fait être éliminatoire par exemple, ou sur quoi vous discutez? Quels sont les points de... Malheureusement, souvent il n'y a pas de critères éliminatoires, donc ça c'est une grosse galère parce qu'en fait on aborde la journée en se disant, alors la journée en fait des Educaflip, comment ça se passe quand un jeu est retenu? Donc au 31 mars, normalement tous les dossiers sont déposés. Nous, courant avril, du coup, on reçoit les dossiers des candidats, donc on épluche tout. Moi, si je peux, j'essaye de jouer à un maximum de jeux. Par la suite, on vote, et le vote cumulé des 7 membres du jury votant, puisque Olivier vote pas, fait qu'on arrive à 10. Et ça, déjà, on a tout essayé. On a demandé 15, on a demandé 12, mais non, chaque année, c'est 10. Pourquoi ça ne peut être que 10? Parce que dans la première journée, on ouvre, on fait vraiment l'ouverture du festival du Flip. Donc le premier mercredi, il y a plein d'autres manifestations, hein. Mais nous, on s'enferme en tant que membre du jury et on reçoit les 10 candidats. Donc ça peut être l'éditeur, ça peut être un animateur, un auteur, un illustrateur qui vient présenter le jeu qui a été retenu. Et on a environ 40 minutes pour discuter avec la personne, jouer. Ce qui est filmé lors de cette rencontre, c'est la première partie commune des membres du jury. Parce qu'on peut avoir joué par ailleurs ou n'avoir pas eu l'occasion de jouer à ce jeu-là, mais en tout cas, c'est la première partie des membres du jury ensemble. Et par la suite, on échange sur les possibilités, les variables avec lesquelles on peut jouer ce jeu dans une classe, à quelles conditions, est-ce qu'on le voit aussi bien au CP qu'en grande section, est-ce qu'on le voit plutôt pour des CM, etc. Et on a la possibilité là, à ce moment-là de poser toutes les questions qui nous viennent à l'esprit à la personne qui est là pour présenter le jeu. Et en fait, dans cette journée, on peut tenir que 10 rendez-vous, quoi. Donc, c'est forcément, on rencontre 10 personnes. On rencontre... Et à l'issue de cette journée, donc on a à peu près 2 ou 3 heures, là, pour... La fumée blanche, jusqu'à ce que la fumée noire arrive, c'est très, très dur. Voilà. Franchement, ça devient de plus en plus compliqué parce que, on a tous une couleur au sein du jury. Et c'est vrai qu'à l'issue de la journée, on retient pas forcément les mêmes jeux. Mais il se trouve que chaque année, on arrive à faire malgré tout consensus. C'est beaucoup de discussions. Mais ça explique aussi
que même s'il y a 3 lauréats, par la suite, on porte toujours ces 10 jeux et on les joue toujours dans nos classes. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais... Oui, il y en a 3 qui vont se démarquer, mais tous les jeux, en fait, sont quand même... Par exemple, l'année dernière, moi, j'étais ravie des candidats, mais tu vois, je suis une énorme joueuse de Flowers. Et j'ai énormément offert chat de poche. Donc, en gros, il y a 3 lauréats, mais chacun va avoir ses chouchous aussi par ailleurs. Oui. Voilà, c'est pas... En soi, même si forcément c'est pris... je pense pour ceux qui ne sont pas retenus, c'est plus compliqué. C'est frustrant peut-être. Mais j'espère que nous... moi, je pense que par ailleurs, on porte les 10 malgré tout. Si tu discutes avec chaque membre du jury, en fait, il n'y a pas un jeu de notre sélection. En fait, ce qui est dur, c'est que chacun se bat, quoi. Donc, pour ces jeux. Donc, c'est... pour ces jeux. C'est-à-dire, tu vois à quel point ça devient personnel, parce que je dis ces jeux. Oui. Mais en fait, ce qui est compliqué, je trouve, c'est... tu sais qu'en fait, tu essayes de battre beaucoup de biais personnels, c'est-à-dire d'enseignants. Moi, je suis enseignante de CPCE1, donc je sais que je vais souvent flasher sur des jeux parce que je me vois jouer à ça avec mes élèves. Mais du coup, il faut arriver, et c'est pour ça qu'on arrive toujours à faire consensus, il faut arriver à à faire un pas de côté et à se dire, voilà, si j'oublie que je suis enseignante de CPCE1, dans cette sélection, Voilà, il faut arriver à se décentrer de sa propre pratique de classe, de ses propres coups de cœur ludiques perso, des choses comme ça. Voilà. Oui. C'est pas évident, on fait de notre mieux, mais ce qui est sûr, c'est que notre sélection, c'est nos chouchous. Donc ça, c'est un absolu et c'est chaque année vérifié. Ceux qui parviennent, en plus là, c'est tellement dur d'être dans les 10 parce qu'en fait, ce que les gens ne voient pas, c'est les jeux. Les 45. Voilà. Et ça, c'est très dur. Moi, quand j'ai reçu la liste, en fait, j'ai toujours un moment où je me dis, parmi les personnes que j'ai vues à Cannes ou avec ceux avec qui j'avais pu échanger sur les prochaines sorties, etc., qui a vraiment candidaté au final et tout. Et quand je reçois la liste, il y a un premier mouvement où je suis genre trop contente. Je me dis, ah, il y a un tel, il y a tel jeu, ah là là, ils n'ont pas oublié, c'est super. Hein. Et le deuxième mouvement, c'est, mais là, comment je vais faire pour extraire les 10, quoi. C'est très... ouais, voilà. Mais c'est notre job. Oui, ça peut... Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est de dire que c'est une spécificité aussi de recevoir un représentant du jeu en direct qui va pouvoir s'exprimer et aussi vous allez pouvoir le challenger, le questionner. Donc, je trouve ça une démarche assez particulière quand même. Oui, mais je trouve que c'est moi ce qui m'a le plus séduit parce que quand, en tant que joueuse, je faisais déjà ça en festival. Et moi, je trouve ça ultra important de pouvoir échanger et de savoir, en plus, c'est un moment assez inédit parce que tu peux essayer de poser des questions aussi sur la genèse, comment ils ont eu l'idée de... Et ça, je trouve ça ça a quelque chose de mystérieux, une création. Donc, avoir la possibilité de poser des questions aussi sur le processus de développement du jeu. Est-ce qu'il a été fait? Parce que, bien sûr qu'il est fait à destination d'enfants de tel ou tel âge, mais est-ce qu'il y a eu une possibilité de le tester avant la parution, etc., pour faire des ajustements, pour... voilà. Et ça, c'est un raffinement supplémentaire dans ce prix-là. Enfin... Oui, dans la sélection, dans le choix de... Alors, qui a déjà un peu répondu, mais je vais quand même reposer un peu la question parce que, avec un petit biais de côté, mais est-ce que c'est difficile justement en tant qu'adulte à poser un regard à hauteur d'enfant? Ça, c'est ce que je commence de me dire. En fait, maintenant, quand je vais en festival et que je suis... je vais en festival aussi pour moi, mais là, tu vois, par exemple, Cannes, maintenant, quand je suis à l'étage enfant à Cannes, je regarde des enfants jouer. C'est-à-dire que si le jeu est déjà sorti, parce qu'en fait, il y a aussi une autre spécificité, il n'y a pas de limite de temps. Donc, si ton jeu est sorti il y a 5 ans, je sais pas, et que tu n'avais jamais pensé à le présenter,
mais qu'au final, tu entends parler de lui dans les classes ou tu sais qu'il est joué, tu sais qui, et tu peux le proposer, quoi. Oui. Donc en fait, si le jeu est déjà sorti, maintenant j'essaye vraiment de voir les enfants jouer. Parce que en tant qu'adulte, tu peux pas, enfin, on n'aura jamais le même. C'est ça qui est dur dans le être jury d'un prix enfant, c'est que il faut aussi se décentrer de ça. Et ça fait partie des discussions. Alors ils me supportent au sein du jury. Non, mais je pense que ça se passe bien. Mais en gros, j'arrive toujours avec les nœuds de mon cerveau actuellement. Donc ça, c'était typiquement le nœud de mon cerveau l'année dernière. Je leur ai dit, mais vous savez, on n'est pas des enfants. Il faut vraiment regarder comment les enfants jouent, essayer de se projeter dans est-ce que mes élèves, ça, ils s'en sortiraient, comment, voilà. Est-ce qu'il y a des jeux similaires auxquels ils ont déjà joué et du coup, est-ce que ce serait... Et il faut vraiment se projeter dans ça. Donc, une de mes missions, c'est maintenant, je m'en suis vraiment aperçue à Cannes. En fait, c'était en gestation, mais je l'ai conscientisé, ce que je faisais déjà. Je regardais des enfants d'amis jouer ou des choses comme ça. Mais là, je l'ai conscientisé que c'est ce que je faisais pour essayer de voir, pour essayer de remplir au mieux ma mission de jury. Mais, Oui, capter ce qui oui. Ce qui les intéresse, comment ils y réagissent. Ouais. Par exemple, un jeu qui est absolument génial à voir jouer, mais qu'en tant qu'adulte, qu'on aborde différemment. Archimboldo, il est extraordinaire avec des enfants. Et ça, chaque année, j'ai quand même des regrets, tu vois. Archimboldo, c'est un regret pour moi. Ouais, parce que le voir jouer par des enfants, entre adultes, on s'éclate et tout, mais des enfants, c'est assez incroyable. Ils ont cet imaginaire qui est beaucoup plus débridé que le nôtre. Et en fait, ils s'en emparent d'une autre façon. Et c'est vraiment fun. Enfin, c'est fun. Et c'est-à-dire un autre fun. Eux, ils sont vraiment... ça les déborde, quoi. Et ils sont vraiment pris dans leur imaginaire. C'est un excellent moment. C'est créatif en diable. C'est un pur moment de plaisir créatif, quoi. Et ça, il faut le voir jouer par des enfants pour le saisir, en fait. En tant qu'adulte, tu peux pas... Tu sais, cette immersion dans le jeu, tu la perds. En tant qu'adulte, on est trop conscient, voilà, qu'on s'immerge plus dans les jeux comme ça. On n'incarne pas le personnage avec cette dimension-là. Eux, ils sont dans ça, et des fois, là, sur Archimoldo, ça transpire l'imagination pure, quoi. C'est vraiment... Enfin, pas que ce jeu-là, mais je veux dire, si on veut comprendre ce que je dis, je pense, il faut essayer de voir une partie comme ça, en fait. Voir comment les enfants jouent à tel ou tel jeu, c'est différent. C'est pas comme le choix du pion pour un enfant, c'est pas le même. Là, en ce moment, je joue à Corridor Junior avec mes élèves, mais il y en a un, il arrive, il veut être l'écureuil, quoi. C'est... je sais pas comment dire, mais oui, il y a des... Il faut essayer de cultiver cette âme d'enfant en nous et de voir comment les enfants accueillent tel ou tel jeu. Et pour ça, dans le processus créatif, le fait d'avoir travaillé avec les enfants, les jeux qui sont créés de cette façon-là, je trouve que c'est éminemment intéressant. Par exemple, j'admire beaucoup ce que fait Aline Wittberg avec son association de petits testeurs, parce que je trouve que c'est typiquement ça qui doit te mettre en joie en tant qu'adulte. Voir comment ils s'emparent de telle ou telle règle, et si tu fais varier ce petit détail, est-ce que ça marche d'autant plus ou pas, ou voilà. Et ça, c'est vraiment chouette à voir. Je le vois déjà un peu dans ma classe et tout ça, mais on est dans un contexte de classe. Je pense que au sein d'une assoce, ou tu vois, si j'avais plus de temps, ça me plairait beaucoup. Oui, et c'est vrai que Archimoldo, tu vois, je l'aurais pas imaginé pour les enfants. En fait, ça marche du tonnerre. Ouais. Et je vois parce qu'en fait, en tant qu'adulte, quand on y joue, on est contraint. Alors, je crois que c'est de mémoire. Attention, je vais peut-être me tromper. Il me semble que c'est Rémi et Nathalie Saunier, non, les auteurs. Ils sont 4. Et il y a Wilfried et Marie-Fort aussi. Et voilà. C'est un jeu extraordinaire. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, on va être contraints dans notre imaginaire. Oui. On va être enfermé dans c'est une banane. Et du coup, on a du mal à sortir à c'est une banane.
Alors que les enfants, pour eux, non, ça peut être un bras, un nez. Et nous, je crois qu'on a du mal à se projeter là-dedans, quoi. Ouais. Non, mais ça, ouais, c'est vraiment... Donc, un des autres critères de sélection, je ne sais plus si on l'a précisé, c'était d'être disponible à la vente. Ah non, on l'a pas encore précisé. On l'a pas encore précisé, du coup, c'est le moment. Ouais. Alors, il y a une limite de prix. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Oui. Ah oui, il y a deux choses, ouais. Tout à fait. En fait, il faut qu'il soit sorti en juillet. Alors, ça peut paraître... J'espère que ça semble logique, mais en gros, l'idée, c'est que quand la cérémonie a lieu, si les gens... Parce qu'à l'issue de la cérémonie, on invite le public à jouer et découvrir les jeux avec justement les personnes qui l'ont créé, donc les auteurs, les éditeurs qui sont là, les animateurs dépêchés par l'éditeur, ou voilà. Donc c'est vraiment un moment qui est très chouette, puisque le public découvre les 10 sélectionnés, quoi, et dont les 3 lauréats. Et donc ce moment-là, en fait, ça permet vraiment... je sais pas, pour moi, le jeu, il doit être immédiatement accessible, quoi. Si tu as envie si tu veux l'acheter le soir même parce que tu as eu un gros coup de cœur et le jouer de suite avec tes enfants ou dès la rentrée avec les élèves, il faut que ça puisse s'actualiser, quoi. Ce serait trop frustrant si, en fait, c'était un jeu qui sort dans 6 mois. Oui, franchement. Alors après, quand tu as vraiment un gros coup de cœur, ça se fait. Mais je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Donc, dans l'idée, c'est un jeu qui est disponible en juillet. Voilà. Et alors, si possible, avant, parce que sinon, ça veut dire que le jury découvre vraiment le jeu sur le moment et n'a pas possibilité d'y jouer par ses propres moyens avant, quoi. Et après, sur le prix, je pense que ça s'impose aussi parce que comme on a plutôt dans l'idée que en fait, à la base, je pense que ça vient du fait que dans les commandes, j'en ai pas discuté avec Olivier, donc je sais pas, mais c'est ce que j'ai supposé. Quand, en fait, chaque année dans nos classes, on a des budgets. Et donc, on peut commander dans tel ou tel catalogue, etc. Et à l'époque, le jeu n'avait pas trop de pages. Enfin, il n'y avait pas tant de pages sur les jeux. Ou en tout cas, c'était plutôt dévolu à la maternelle, etc. Et les jeux étaient... Alors, plutôt éducatif, mais très, très dispendieux à l'achat. C'était des prix exorbitants. Et je pense que ça vient du fait que, en fait, l'enseignant ou... je sais qu'il y a aussi, désormais, il y a beaucoup aussi d'animateurs de périscolaires qui regardent aussi l'issue des sélections, la sélection et l'issue de la sélection pour composer les ludothèques enfantines ou voilà, de l'école. Et de ce fait, ça semble assez logique que le prix soit pas démentiel, quoi. Ouais. Parce que sinon, dans l'idée, c'est pour aussi que le jeu reste que ce soit une pratique démocratique un peu accessible à tous. Mais donc, c'est 50 €. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est bien. Je me vois pas tant acheter un jeu enfant plus cher. Enfin, voilà. Après, moi, je sais que le prix, au début, c'est un critère qui m'a gênée parce que je ne comprenais pas trop. Mais en fait, c'est bien. Et il y a aussi, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a énormément d'enseignants qui enseignent avec des choses qui viennent de leur poche, quoi. Et moi, la première, parce qu'il y a plein de jeux que j'achète moi. Mais du coup... c'est ce qu'on dit. Si. Mais il y a... En fait, faudrait pas trop faire ça, quoi. Oui. C'est-à-dire que les jeunes enseignants, là, franchement, il faut essayer de... J'essaye de moins dépenser pour ma classe, de moins parce que sinon, en fait, ça va plutôt pas trop bien les budgets de l'éducation nationale. Donc, ce serait aussi bien que... Enfin, ça va pas trop bien. Si à Toulouse, je peux pas me plaindre et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas... Oui, tant qu'à proposer des jeux qui peuvent servir aussi à l'école. En fait, il faudrait que ce soit accessible correctement. Enfin, je veux dire, pas... Là, ce qui est bien, c'est que tu vois, ce que je constate, ce qui fait vraiment plaisir, c'est que maintenant, dans nos catalogues de commandes, il y a des jeux de société. Et ça, avant, j'en voyais pas, quoi. Donc, je pense que c'est parce qu'il y avait de plus en plus de pratiques enseignantes que, y compris en élémentaire, ce qui n'était pas au départ
Forcément. répandu, que le jeu graduellement arrive jusqu'au fait que maintenant, sur ton budget, tu peux commander des jeux de société. Ça, c'est vraiment chouette. Et il faut que ça reste accessible aux parents. Et après, bien sûr, on peut toujours emprunter dans les ludothèques, au titre d'enseignant, mais aussi au titre de parents. Selon, ouais. Je ne sais pas si tu as la réponse ou pas, mais donc on disait jeux qui sont disponibles à la vente. Nous, traditionnellement, dans le secteur du jeu, on pense beaucoup au circuit boutique, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de jeux qui pourraient rentrer dans la catégorie EducaFlip, qui sont autofinancés, vendus sur d'autres plateformes et tout. Ça aussi, peuvent participer. Ah oui, mais oui, complètement. Chaque année, on a des éditeurs, on a tout type de maisons d'édition qui participent, oui. Oui, on les encourage à participer. Là, tu vois, dans ma classe, je crois que c'est une maison d'édition qui a fermé depuis, mais en ce moment, on joue à Pontu. Et non, c'est que c'est pas... Ce jeu-là est édité par un éditeur... ils ont été... Enfin bref. Mais je crois que les deux personnes ne créent plus de jeux de société. Les auteurs. Mais alors qu'ils s'étaient mis à leur compte à la base, ils ont repris une autre activité. Mais leur jeu est toujours vendu. Mais franchement, ça me tient à cœur de faire découvrir ce type de jeu-là aussi, oui. Qui s'appelle donc Pontu. Pontu. Ouais. Tu veux que je te dise ce qu'on fait avec dans ma classe ? Allez. Alors, en ce moment, en fait, donc on peut jouer de différentes façons. On peut organiser des ateliers sur le temps de classe de jeu. Alors, après, on peut avoir tel ou tel objectif avec. On peut aussi jouer sur le temps qu'on appelle le temps d'APC, donc aide pédagogique complémentaire. On peut jouer aussi après un travail, par exemple en activité autonome. Les élèves qui ont fini un travail, ils peuvent aller jouer, etc. Donc ça, c'est différentes modalités un peu pêle-mêle de jeu. J'en oublie certainement avec le stress, mais bon, ça me sera pardonné parce que je suis très stressée. Mais en gros, en ce moment en classe, donc moi j'ai différentes séquences qui exploitent le jeu de société, enfin qui sont où j'enseigne avec le jeu de société. Mais là, sur les APC, on travaille avec un groupe sur la mise en pensée. Donc, c'est pas spécifiquement mes élèves, c'est plusieurs élèves de différentes classes, différents niveaux de classe d'ailleurs du cycle 2. Donc, il y a des CE1, des CE2 et des CP. Et on travaille la mise en pensée. Donc, on essaye de leur faire exprimer comment ils programment, comment ils élaborent leur stratégie de jeu. Et tout ça, ça permet à l'enfant de se découvrir, d'oser davantage, être acteur de ses apprentissages, prendre l'initiative. Et ça, tu vois, on le travaille via le jeu et pas tout à fait dans un contexte de classe aussi, pour en fait que l'enfant s'ouvre des potentialités. Donc là, en ce moment, je travaille avec... Donc j'ai fait une première séance avec Corridor Junior et une seconde avec Pontu. Et en fait, on joue. Donc j'explique le jeu. On joue plein de parties du jeu. On a une demi-heure pour cet atelier. Et à la fin, on se concerte sur les stratégies qu'ils ont élaborées en cours de jeu. Comment on arrive à faire ça ? À des moments, quand je vois un move qui me paraît intéressant, je dis « pause ». Pourquoi tu as fait ça et pas ça ? Et l'enfant explique, si j'avais fait ça, mon pion se serait fait capturer, j'aurais été bloqué ou un tel aurait gagné. Et donc, à la fin, sur tous ces moments de pause, c'est ces moments de pause-là où on s'est dit les choses qu'on reprend sous forme d'affiche. Et dès à chaque début de nouvelle séance, je reprends le jeu d'avant, on relit les stratégies qu'on avait laissées dans la boîte et on fait la partie. Et en fait, d'une séance sur l'autre, quand tu fais ça, le jeu, mais il prend c'est le jour et la nuit. On a joué à Corridor Junior. Tu connais ce jeu ? Oui. Où il faut atteindre le camp adverse le plus rapidement possible. Et tu as des buissons que tu peux disposer pour compliquer le chemin de tes adversaires. Première partie, les élèves, ils avançaient tout debout.
et il posait peut-être 1 ou 2 buissons. Mais là, sur la deuxième partie, je peux te dire qu'il y a eu du calcul pour sauter par-dessus les pions adverses. Surtout, ne pas avancer pour ne pas que l'adversaire nous saute par-dessus et gagne une case. Commencer d'utiliser les buissons de façon très, très adéquate pour vraiment s'assurer le chemin vers la victoire, etc. Donc, c'est vraiment super. Donc ça, bon, c'est une des choses que je fais avec le jeu. Tu veux que j'embraye sur d'autres... Oui, si tu veux. Il y a plein de questions qui arrivent, donc t'inquiète pas. Ok. Donc cette année aussi, on a fait... alors, dans le cadre des missions du CP notamment, il y a ce qu'on appelle la liaison grande section CP. En gros, c'est organiser des temps un peu passerelles où les grandes sections découvrent les lieux, les lieux, mais aussi les personnes, le contexte de leur future classe de CP. En gros, ça aide à se projeter dans le CP et à ne pas appréhender ce changement d'espace et de temps d'apprentissage, etc. Et donc, dans le cadre de ces rencontres-là et d'un projet de coopération au sein de l'école, donc on a fait des échanges interclasses, toute l'école, en direction de la maternelle. Et donc, moi, j'accueillais des moyennes sections et des grandes sections. Et mes élèves de CP et de CE1, avant cette rencontre, donc, ont appris plein de jeux. Donc, il y avait Chip Hop, Animaux, Super Pas Vite et Licorne dans les nuages. Ils se sont... dont tu avais fait une vidéo sur laquelle tu avais fait une... Et donc, ils ont découvert le jeu, et pas que le jeu qu'ils avaient choisi, les 4 jeux. Et ensuite, on a appris comment expliquer un jeu. Donc, j'aurais fait faire des lectures puzzle. J'avais fait des règles très simplifiées, on va dire, et coupé toutes les règles. Donc, il y avait 4 étapes. Il y avait le but, la façon de jouer quand c'est ton tour de jouer, comment on sait que la partie est terminée et comment on sait qui a gagné, que ce soit en équipe ou en individuel. Et donc, ces 4 temps-là, j'avais tout découpé et charge à eux de réordonner, déjà de retrouver quel morceau va avec quel jeu et de réordonner toutes les règles. Et en fait, on s'aperçoit assez logiquement que chaque groupe met but, façon de jouer, comment la partie se termine et comment... Donc ça, c'est assez chouette à voir. Et donc, ça donne un cadre pour après savoir comment on fait pour expliquer un jeu. Et donc, une fois qu'ils ont fait ça, on a rejoué, mais cette fois-ci, au sein de la classe, ils se sont expliqués un jeu auquel ils ont expliqué à d'autres camarades de la classe un jeu auquel les camarades n'avaient pas joué, en s'entraînant à le dire. Et ils expliquent aussi sur les façons de jouer, ils expliquent avec le matériel. Donc, on apprend à faire les gestes pour pas empêcher les autres enfants de voir ce que tu fais, à bien montrer les faces du dé. Enfin, ça, c'est vraiment très chouette. Donc, ils apprennent à bien pointer. Et on s'est entraîné à ça plusieurs fois. Et ensuite, on a accueilli les élèves de maternelle et on leur a expliqué. Et ensuite, on a joué tous ensemble. Enfin, ils ont joué tous ensemble. On l'a aussi fait avec des élèves allophones, donc, parce que dans la classe, on a une UPE2A. C'est un dispositif où les élèves qui arrivent en France et qui ne parlent pas français apprennent le français. Et donc, on les a conviés aussi à une rencontre. Voilà. Ah, j'ai une autre modalité aussi. Et dans ma classe, j'ai un élève justement qui relève de ce dispositif, qui apprend donc le français cette année. Et pour lui, on a un dispositif sur le temps d'accueil d'après-midi quand les enfants reviennent en classe. On les accueille dans la classe, nous, pendant 10 minutes. Et lui, il a ce qu'on appelle les rendez-vous. Et c'est des rendez-vous ludiques, en fait. Et c'est un rendez-vous pour créer du lien avec les autres. Donc, on dit pour se faire des amis au sein de la classe et pour apprendre le français. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est par le jeu. Et ça me tient à cœur que ce soit comme ça. Oui, bah d'ailleurs, en off, tout à l'heure, tu me disais, c'est pas là où l'enfant, justement, réfléchit dans sa langue natale. Et oui, alors ça, c'est pendant le temps d'APC, sur l'atelier mise en pensée, là. En fait, sur la séance dernière, à la fin, je leur ai dit, et pour élaborer toutes ces stratégies, est-ce que vous parlez dans votre tête ? Et ils m'ont dit, oui, moi, tout à l'heure, je me suis dit que si je faisais ça, c'était pas sûr comme move, enfin, comme avancé, quoi. Et donc, je devais pas aller sur cette case et tout ça. Et je leur ai dit, et vous parlez en quelle langue ?
Et en fait, il se trouve que c'est des enfants, pas tous, mais la plupart sont binationaux. Et ils se parlaient dans leur langue maternelle. Et donc ça, c'est bien qu'ils sachent qu'à l'école, eh ben, on peut penser dans sa langue. Et, enfin, que c'est pas, ça doit pas être un frein. Que c'est, ils doivent pas se forcer à parler français, penser français, etc. Il faut se servir de tout ce qu'on est et de tout ce qu'on porte, quoi. Donc, si on pense dans sa langue, eh ben, faut s'autoriser à, voilà, à se mettre en réflexion soi-même pour l'école. L'école accueille ça, quoi. Voilà. Oui, oui. Ça donne envie de retourner à l'école. J'espère. Et tu as entendu, audience, comment on explique un jeu? Bon, parce que... Ah non, alors là, tu sais à qui j'ai pensé quand j'ai fait... En fait, quand je me suis dit, je vais faire ma rencontre expliquée sur expliquer un jeu de société, jouer ensemble et tout ça, donc pour accueillir les grandes sections, mais j'ai pensé à Alain, parce qu'en fait, voilà, parce qu'une année, j'avais été animatrice à Essen pour Welcome, et on avait eu une session avec lui, parce qu'on s'était dit, bien sûr qu'on sait les règles de Welcome, et il nous avait dit, venez chez moi, et je vous montrerai comment on explique mon jeu. Et en fait, j'ai fait cette séance. Alors, peut-être que... Enfin, c'est beaucoup plus complexe, évidemment, avec un jeu expert, un jeu adulte et tout ça. Mais en gros, j'ai fait cette séance en me souvenant de cette fois-ci où j'avais appris à expliquer Welcome de la bouche d'Alain en me disant, mais là, tu montes telle chose et tu montes les cartes dans cet ordre pour expliquer de façon rapide et efficace les règles les plus subtiles, quoi. Voilà, comment faire pour que la personne à qui t'explique retienne, ouvre les tiroirs à mesure dans sa tête et retienne même les petits points de règles un peu plus... Oui, comment rendre voilà. ça... Donc heureusement que j'avais ce bagage-là. Mais en fait, c'est peut-être lui qui m'a donné l'idée, parce que j'avais retenu que, en gros, je croyais savoir, mais je pouvais pas faire... Enfin, il y avait une façon d'expliquer qui était préférée. Bon, après, je pense qu'on pourrait le faire d'autres façons, hein, mais en tout cas, quand je l'ai fait cette année, je me suis dit ça. Voilà. Mais peut-être dans 3 ans, je me dirais non, mais quelle casse. Et le conseil Punchboard ne dit jamais, au grand jamais, c'est facile, c'est simple. Quand tu commences à expliquer que tu commences pas, c'est simple, tu vas voir. Si la personne, pour X raison, toi, t'as mal expliqué, ou elle a mal entendu parce qu'il y a du bruit, il y a autre chose, et qu'elle ne comprend pas, tu vas la mettre en défaut. Donc, on ne dit jamais c'est simple, on dit je vais t'expliquer, et on explique. Oui. Et on réexplique s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Je vais poser une question, donc tu disais, je crois, 18 ans, hein, c'est ça que tu es professeur des écoles. Je vais poser une question un peu naïve, mais en préparant cette interview, je me suis dit, même si j'ai des enfants, j'ai été à l'école, j'ai l'impression qu'on sait tous ce que tu fais, mais qu'en réalité, on ne nous l'explique jamais, en fait. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi ton métier, en fait? Tu sais, parce que j'ai cette impression de dire, bah oui, prof, c'est ça, enseignant, c'est ça. Et en fait, tu vois, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, je me dis, en fait, non, on n'est peut-être pas... on n'est plus à l'école, c'était il y a longtemps, et on a peut-être une facilité. Alors, comment... c'est super comme question. En fait, le métier d'enseignant, c'est apprendre, parce que c'est pas parce qu'on est reçu au concours qu'on sait d'emblée son métier. On sait qu'on veut le faire, qu'a priori, si on a eu le concours, c'est que ce qu'on a dit ou fait était prometteur par rapport à ce métier, aux missions de ce métier. En gros, on a les programmes d'enseignement qui sont donc édités par... qui sont chaque année qui pilotent nos actions d'enseignants. Ça, c'est organisé par cycle. Et il y a aussi d'autres documents pour préciser les attendus dans chaque niveau d'enseignement. Et notre rôle, c'est, je trouve, d'être une sorte de plateforme multimodale. En gros, tu sais ce que tes élèves tu sais que tes élèves doivent faire leur chemin sur tel ou tel point qui sont précisés dans les programmes. Et toi, tu as à disposition tout un tas de moyens professionnels pour qu'ils arrivent à faire ce chemin. Donc, tu, en gros, regardes où tes élèves en sont
Et petit à petit, grâce aux séquences que tu élabores, aux séquences d'enseignement-apprentissage, en gros, tu disposes sur leur chemin d'apprenants des obstacles, mais qui sont ajustés pour que eux ils up leur stratégie et qu'elle devienne plus efficace, plus voilà. Mais en gros, faut gérer des progressions et faut amener les élèves à faire leur chemin dans ce qui est indiqué pour eux à cet âge-là. Ce que j'aime, c'est que faut rencontrer des petites personnes, mais faut rencontrer des personnes et voir comment ils apprennent, quels sont leurs chemins en propre et les accompagner. Et ça, c'est vraiment ce que je kiffe et ce qui fait que le métier se renouvelle tout le temps. Et pour ça, tu as un peu le choix des armes. C'est-à-dire, tu es libre de monter tes séquences comme tu l'entends. Bien sûr, tu peux avoir des outils. Il y a plein de manuels, il y a plein de... Et on apprend toute sa vie sur comment faire mieux en tant qu'enseignant. Mais en premier lieu, je trouve que tu rencontres les enfants et tu t'accompagnes en fait, tu fais maturer un peu les cerveaux. Après, ce qui est chouette, c'est que tu as beau faire tous les jours ton taf en direction de tel ou tel axe de travail, quoi, tel objectif, tu es un peu spectateur aussi de la magie du cerveau humain, quoi. Parce que, par exemple, sur la classe de CP, tous les jours, on fait de l'étude du code, des stratégies de compréhension, des choses comme ça. On travaille ça pour la lecture, tu vois, par exemple. Mais il y a un moment où ils lisent des choses que tu leur as pas du tout enseignées, quoi. Parce que leur cerveau a fait A plus A, et ce mot-là, même s'ils n'ont pas vu EAU, ils savent que c'est bureau, en fait. Et ils se mettent à lire des choses... et ça, t'as beau savoir que t'as œuvré pour ça, pour qu'ils puissent faire de telles déductions âge. Ça, tu peux que être spectateur. Ça, c'est magique. Quand ils ont les yeux qui s'allument sur des choses qu'ils ont réussi à faire seuls, voilà. Donc, en gros, moi, je trouve que notre job, c'est les rendre curieux. Les armer sur... des choses difficiles. Alors, ça peut être des choses de la vie, mais ça peut être aussi des points que tu sais être cruciaux pour la suite en maths, voilà. Les armer et qu'ils soient confiants leur potentialité, quoi. Je trouve que, en gros, là, sur le CP, par exemple, mon principal job, je trouve que c'est sortir les enfants de la pensée magique. La pensée magique, c'est quand tu crois que soit on est bon, soit on est nul à quelque chose. Et en fait, il y a plein d'enfants qui se croient bons ou nuls en quelque chose. Et l'idée, c'est de leur dire, en fait, ça s'apprend, tout s'apprend. Et quand tu les fais sortir de cette pensée magique qui est tellement restrictive et qui fait qu'on ne croit pas en son propre potentiel, t'as tout gagné. Donc, en gros, si le principal boulot, c'est de sortir de l'idée que l'école, c'est poursuit des buts de... je sais pas comment dire, mais tu peux être exigeant, tu peux les amener à une forme d'exigence intellectuelle, etc. Mais ça passe d'abord par le développement de la personne et la poursuite d'un but d'apprentissage. Il ne faut pas être dans le but de performance. En tout cas, ce n'est pas possible immédiatement. Il faut d'abord accueillir la personne. Ses angoisses, c'est tout ce qui fait levier d'apprentissage pour cette personne et t'en servir et actionner ça pour qu'il soit confiant quant au fait que, ok, il en est là, mais il va l'apprendre. Et puis, il y a toujours ce moment où il se dit, ça y est, je sais. Et là, tu peux être sur la perf. Parce que là, c'est bon, on y est. Oui, il y a les bases. Ouais. Et ça, j'ai été hyper longue sur cette question. Mais c'est pas. Je m'aperçois aussi que je pars vite sur. Tu m'avais demandé le concret du métier, et moi je te réponds sur ce que je trouve le plus important et le plus essentiel. Mais c'est... Voilà, c'est mon cœur de métier, c'est
respecter ces petites personnes qui me sont confiées et faire en sorte que qu'ils soient confiants en leur potentiel. Oui, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait penser que l'image qu'on peut avoir de l'apprentissage, c'est apprendre du savoir technique, par exemple les maths, le français, etc. Peut-être apprendre du savoir-être pour être en société, mais il y a aussi en fait une part, alors je mets des gros guillemets évidemment, mais psychologique dans le sens leur apprendre à avoir confiance en eux, etc. Oui. Ça aussi, ça fait partie de... Pour moi, le bien-être à l'école, c'est capital. En fait, on a ces enfants-là, on les a à 3h le matin, 2h l'après-midi, et ils passent, pour la plupart d'entre eux, toute la journée à l'école, c'est-à-dire même le temps méridien, même des fois plus tôt le matin, plus tard le soir. En fait, leurs parents nous les confient, et je trouve qu'on a un rôle, on doit faire société autour de ces enfants, leur apprendre à faire société sur ce temps qui est très long pour un enfant. Et on ne peut pas se permettre que ce temps très long, il soit désagréable. On ne peut pas se permettre qu'il soit source de mal-être. Je pense que l'école est un lieu de vie et d'échange. Moi, je trouve que par la réflexion, autour du jeu aussi, c'est pas que la réflexion. C'est aussi, alors des fois sur des jeux qui appellent ça, mais pas que. Il y a une part d'empathie et tu crées du lien vraiment, des liens étroits avec les personnes avec qui tu joues. Et plus tu joues avec ces personnes, a fortiori, plus tu tisses des liens, on va dire, savants, élaborés. Et ça, oui, c'est très précieux. Je pense que il faut que les enfants aient envie de jouer le jeu de l'école. Par jeu de l'école, c'est-à-dire que il y a des enfants qui n'aiment... Enfin, on comprend les enfants qui n'aiment pas l'école. Moi, je trouve que le plus gros défi, c'est faire aimer l'école à ces enfants-là. Et j'espère que sur le temps où je suis leur enseignante et où d'autres de mes collègues sont leurs enseignants, qu'on fait ça. On amène les enfants à être partie prenante et être contents de jouer le jeu de l'école. Parce que c'est beaucoup de règles sociales, l'école. Oui. Donc, il faut que... faire des temps de jeu à l'école, pour moi, c'est une boîte dans une boîte. C'est-à-dire que ce qui se passe autour de la table de jeu, ça doit être le reflet de ce qu'on fait dans la classe. Dans la classe aussi, on est une communauté. On est une communauté d'apprentissage, mais il y a aussi d'autres liens qu'on ne peut pas nier qui se tissent. Et il faut que ces liens-là, ils soient humainement justes et appréciables. Enfin, voilà. C'est... Oui. D'ailleurs, le jeu de société... On parlait d'apprentissage, etc., aussi de loisir, donc aussi de plaisir, mais c'est aussi un outil de médiation. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es déjà servi, par exemple, en termes de, je ne sais pas, soit de développement personnel, comme un enfant qui est un peu timide et que tu mettrais dans une situation à être en coopération, par exemple, pour obliger à travailler, ou peut-être des enfants qui se chamaillent et que tu mettrais aussi en situation de pouvoir, en fait... compter l'un sur l'autre pour essayer de faire partie, je sais pas si... Alors oui, il y a un petit point, par exemple, cette année, j'ai aussi introduit le jeu de société en salle des maîtres. On a joué à Totem, qui fait beaucoup de bien. C'est un jeu, en fait, où tu peux... tu donnes... C'est que des cartes sur des qualités. Et en fait, tu dois sélectionner pour une personne donnée, et tout le monde autour de la table fait pareil, des cartes qui te semblent appropriées. Et à la fin, la personne choisit les cartes qui lui semblent le plus appropriées pour elle. Et en fait, la personne qui reçoit les cartes fait face à un flot, une avalanche de compliments. Et ça, en fait, on se rend compte en tant qu'adulte qu'on le fait très peu. C'est-à-dire, c'est pas évident d'accepter des compliments. Et ça, c'était un vrai temps d'équipe. Et tu vois, le temps de jeu, j'ai fait ça parce que j'essaie de le faire avec mes élèves et je me suis aperçue que je ne l'avais jamais fait vivre à mes collègues. Donc, j'ai essayé de faire vivre ça. Et en classe, la médiation. Alors, en fait, moi, je crois profondément au fait que les enfants, ils ont tout intérêt à faire ce dont ils ont besoin. Donc, par exemple, tout à l'heure, sur les jeux de société,
que les enfants... donc le projet, c'était d'expliquer un jeu de société et de jouer avec les élèves de maternelle. Et j'avais les jeux en plusieurs exemplaires, etc. Et j'ai laissé absolument libre. Le choix des enfants était libre. Pourquoi ? Parce que je pense qu'un enfant qui doit travailler telle ou telle compétence, je pense qu'il va aller naturellement vers ce qui sait être bon pour lui. Et en fait, je laisse toujours cette porte-là. Que ce soit, par exemple, je sais pas, quand on doit... au CP, tu vois, on apprend à écrire de plus en plus petit sur les lignes, là. Et pour ça, on se sert des cahiers avec des lignages qui rétrécissent. Et bien, en fait, ça fait, je pense, à peu près au moins 8 ans, facile, hein, peut-être 10, que je laisse choisir aux élèves le cahier suivant. Quand on arrive à un cahier qui est terminé, c'est eux qui choisissent. Et en fait, de laisser le choix, on se rend compte, moi je me suis rendu compte que les enfants qui avaient des côtés un peu leaders ou voilà, ils n'étaient pas forcément allés sur le jeu individuel, mais qu'ils avaient choisi au contraire des jeux où c'était coop et où ils écoutaient vraiment les autres. Ils n'étaient pas l'alpha du groupe pour autant. Donc je pense qu'il faut s'écouter. Et c'est assez souvent, pas que sur des contextes de jeu, mais tu vois, des enfants qui ont parfois des problématiques sur la motricité ou et ben, c'est pas rare qu'en les écoutant parler, en les sollicitant sur les sports qu'ils aiment faire, ben, certains ils te répondent j'adore l'aviron. Mais pourquoi ? Ben, parce qu'en fait, ça les aide. Ça les aide à compenser. Enfin, les jeux, même moi, les jeux auxquels adultes j'aime jouer, ben, c'est pas forcément les jeux auxquels je gagne. Toi, tu préfères ? Non, parfois, tu gagnes. Parfois, mais franchement, c'est pas, je m'en fais pas une règle. On a pris quelques fessées, quand même. Ouais, enfin, de mon point de vue, c'est plutôt rare. Mais si tu t'en rappelles de certaines, tant mieux. Mais en gros, je trouve que tu peux aimer des jeux auxquels tu perds, mais juste parce que, par exemple, ma mère et moi, on adore Zack and Pack, où il faut composer faut se débarrasser de carton en empilant des petits cubes en bois là, sur des silhouettes de camions et tout ça. Il faut déménager des cartons et tout ça. Et ben, ce jeu-là, on l'adore, mais il est très, très dur parce que on a des soucis de représentation dans l'espace. Et donc, c'est très drôle, mais on adore ce jeu toutes les deux. Mais je pense qu'on a la même problématique sur... Et tu vois, ça, c'est aussi quelque chose qui m'a amené au jeu de société. C'est le jeu de société... Enfin... des constats perso du style, moi, la géométrie dans l'espace, me représenter un cube de tel ou tel, c'est hyper dur pour moi. Et bien, pouvoir avoir la possibilité de jouer, par exemple, à recto verso dans ma classe avec mes élèves, ben, je me dis, au moins, ça, ils ne seront pas comme moi, où adultes, on se trouve à constater que, ah bah là, techniquement, on ne l'a jamais appris dans notre vie, quoi. De s'imaginer, enfin, moi, en tout cas, dans mon parcours d'élèves, d'étudiantes ou voilà, j'ai pas eu l'occasion tant que ça de travailler les représentations spatiales. Et je me dis que, j'essaye en tant qu'enseignante que mes élèves ils soient un peu dotés sur tous les... En tout cas, quand tu es enseignant en primaire, que ce soit maternelle ou élémentaire, je trouve que tu as forcément une vocation de généraliste. Moi, j'aime tous les domaines. Je dis pas que j'ai pas des affinités particulières avec telle ou telle matière à enseigner, mais j'aime tous les domaines d'apprentissage. Et je trouve qu'il faut cultiver ça. Dans les classes, on a des emplois du temps, on nous indique un taux horaire annuel et c'est à nous de composer l'emploi du temps et on peut le faire varier selon les projets. Il y a des fois, on fait un peu plus de sport à tel moment, d'autres fois, c'est plus versé sciences, etc. Donc, on compose l'emploi du temps. Je trouve très important que les enfants, ils fassent de tout. Parce qu'en fait, je trouve aussi que l'enseignement en France, c'est souvent axé maths français. Et en fait, je trouve que on est bien quand on est aussi un peu à l'équilibre, quoi. Et qu'il faut se développer. Enfin, il faut qu'il y ait plusieurs cordes à l'arc de chacun. Donc, l'emploi du temps, c'est un peu, pour moi, c'est un peu le nerf de la guerre aussi dans une classe. Varier les choses, c'est autant d'occasions de faire rencontrer plein de nouveautés aux élèves, je sais pas, je trouve que ça fait partie du bouillonnement
intellectuel qui est recherchable. Ça se dit recherchable? Oui, on prend. Et je trouve que c'est comme ça que tu cultives un peu la curiosité naturelle des élèves. Enfin, il faut les amener sur des choses comme ça. Voilà. Là, par exemple, on fait découvrir les échecs. On s'est inscrit à l'UCEP qui propose des projets de sport. Et les échecs en font partie. Et du coup, je me suis dit, allez, allons-y. Et j'étais pas sûre. Je pensais pas... Enfin, j'étais pas sûre que les échecs pour des élèves de 6-7 ans, là, ce soit abordable déjà. Et en fait, ce qui m'a convaincue, c'est déjà de me rappeler que moi, j'avais plus ou moins appris dans ces eaux-là. Et en fait, dans la classe, les échecs avec eux, franchement, c'est un super moment. Et tu te rends compte, en fait, on fait échecs, mais en parallèle, on fait la balle au capitaine, là, en sport et tout ça. Et en fait, c'est très lié. Et il y a beaucoup de... En fait, tu peux faire beaucoup de ponts. Si tu t'autorises à faire... à travailler les choses autrement ou par des biais voilà, qui ne seraient pas forcément classiques. Ou... Bah, des fois, tu te rends compte que c'est très riche et que ça te permet vraiment de faire des ponts avec énormément de séquences en cours. Enfin, là, sur ma période 3, vraiment, je me régale entre tous les domaines à ma charge et les projets du moment. Sur les jeux de société, là, ça résonne vraiment fort. C'est des temps vraiment appréciables. Enfin, voilà, moi, je kiffe mes journées, mes semaines. Et j'essaye que mes élèves aussi. Ouais. Et tu parles de totem. Donc, audience, bombardez les commentaires de choses positives. Vous ne le faites pas assez. Bon, bref. Comme tu es en contact avec plein d'enfants depuis toutes ces années, qui ont des profils assez différents, je me suis demandé, c'est quoi leur rapport aux jeux de société, voire même leur culture ludique, quand ils arrivent? Est-ce que tu as vu? Eh bien, c'est varié. Ouais. En fait, le constat... Alors, il y a une... Quand j'ai commencé à jouer moi-même, le constat, c'est qu'il y avait très peu d'élèves joueurs. À l'époque, j'étais en CE2. Ils jouaient peu. C'est-à-dire que quand j'amenais un jeu en classe, pour telle ou telle séquence d'apprentissage, en gros, il y avait... ils connaissaient pas, quoi. C'est moi qui détenais le savoir quant aux règles du jeu, voilà, donc c'était vraiment une nouveauté. Là, je trouve que vraiment, je sens dans mes classes que ça s'est démocratisé. Les élèves, je dis pas tous, en fait, c'est une hétérogénéité. Là, mon but, c'est aussi, en gros, je trouve que ça fait partie de mon rapport à la société en général, c'est-à-dire la volonté d'être dans l'équité et de vrai la réussite de tous, quoi. Je trouve que, mon idée, c'est que tous les élèves devraient pouvoir découvrir des jeux de société et voir ce que ça apporte de jouer, etc. Donc, dans mes classes, maintenant, ce que je constate, c'est qu'il y a, en gros, j'ai à peu près la moitié de mes élèves qui jouent par ailleurs, et la moitié de mes élèves qui jouent pas ou peu. En gros, c'est ça. Des fois, certaines années, c'est plutôt un tiers, deux tiers, genre un tiers qui joue et deux tiers qui jouent pas ou peu. Mais là, cette année, je trouve que c'est plutôt une moitié de classe. Donc ça, je trouve que je vois je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui joue. Et que par ricochet, ils font jouer leurs enfants aussi beaucoup. Enfin, je trouve que... alors, je ne sais pas si c'est les enfants qui jouent et du coup, peut-être les parents qui cultivent ça pour leurs enfants et qui ne jouent pas forcément eux-mêmes. Ou si c'est... en fait, je ne sais pas si c'est les parents... Si parents et enfants jouent. Mais ce que je constate, c'est que les enfants, pour moi, sont plus joueurs qu'ils n'étaient. Ils ont une meilleure culture ludique, du coup. Bah, en fait, il faut dire que la création ludique a tellement explosé. En tant qu'enfant, moi, je jouais et je pense que je connaissais pas mal de jeux de mon époque. Mais là, il y a tellement de possibilités. En fait, je trouve ça presque assez dingue quand j'amène un jeu que j'ai autant d'élèves qui connaissent... Alors, je dis pas que chaque jeu, j'ai la moitié de ma classe qui connaît le jeu. Mais quand j'apporte un jeu, il n'est pas rare que j'ai 3 ou 4 enfants qui connaissent déjà ce jeu. Donc, je trouve que il y a une certaine culture du jeu qui est à l'œuvre.
Et mon rôle, en fait, en tant qu'enseignante, on a une mission de culture. Et je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur au sein du jury. C'est qu'on doit porter la culture ludique. Et pour moi, le jeu est un objet ludique. Enfin, un objet culturel, un objet... Voilà. Ou j'avais oublié un mot. Mais en gros, au sein de ma classe, je trouve qu'il est... Pour moi, c'est faire œuvre de culture. Quand je bâtis mes séquences avec des jeux de société, etc., j'essaye... par exemple, maintenant, au départ, quand je faisais les choses, c'était plutôt thématique. Je me rends compte de ça. Genre, je sais pas, j'avais plein de jeux sur les escargots, quoi. Mais, et qui sont très bien, hein, que j'utilise toujours. Bah, par exemple, Super Pas Vite, mais j'en ai beaucoup d'autres. Mais maintenant, en fait, je me rends compte que ce que j'aime faire, c'est, comme je sais qu'il y a des élèves qui jouent très peu ou pas, j'essaie de trouver genre un jeu qui peut faire, en gros, la première marche d'un escalier ludique. Et ensuite, j'embraye sur un jeu où il y a une mécanique un peu similaire, mais avec telle ou telle variable qui font que l'élève va monter une marche. Et j'organise des parcours ludiques, en fait. Et ça, c'est vraiment mon kiff. Je dirais que ça fait... Il y a 3 ans, j'ai un peu tilté là-dessus. L'année dernière, j'ai commencé déjà à me projeter dans des choses comme ça. Et là, voilà, j'essaye que ça fasse parcours. Là, tu vois, pourquoi aussi on travaille corridor junior, Pontu, etc., avec les élèves en aide pédagogique complémentaire, là en APC, sur les temps du midi. C'est parce que je sais que par ailleurs, je travaille les échecs. Et en fait, corridor, il y a du déplacement orthogonal. Pontu, il y a de la capture. Et ça aussi, tu le retrouves dans... Enfin, c'est pas une capture comme aux échecs, mais disons que tu endors des pions, etc. Et il faut se calculer comment tu vas endormir ce pion. Donc, et il y a des cases plus ou moins dangereuses. En fait, dans ce jeu, le but, c'est d'être le dernier lutin éveillé. Et tu as des cases qui sont toutes reliées avec des ponts. Et à ton tour de jeu, tu déplaces un pion et t'enlèves un pont. Et du coup, les cases des coins, tu n'as que 2 ponts. Donc, elles sont très dangereuses. Oui. Les cases des bords, tu as 3 ponts. Donc, un peu moins dangereuse, mais bon, il faut quand même se jauger le risque. Et les cases centrales ont 4 ponts, donc là, normalement, t'es bénaise. Mais en gros, tu vois, aider les élèves à voir ça, à voir qu'il y a des cases dangereuses sur un plateau. Il y a et ben, pour les échecs, mais ça va drôlement leur profiter, puisqu'aux échecs, tu vas sur les cases du centre. Enfin, en gros, j'essaye de me dire, là, en ce moment, avec ces élèves-là, et avec les élèves de ma classe en général, j'essaye d'organiser les choses un peu pour apprendre à évoluer et exploiter et développer des stratégies ludiques. En gros, quand tu gagnes ça sur un jeu, ben, tu gagnes ça pour l'élève tout court, en fait. Parce que là, mes élèves, du coup, ce qu'on s'est dit la dernière fois, par exemple, c'est la stratégie, en fait, royale, c'est de se dire que va faire mon adversaire au prochain tour. Parce que si tu anticipes ça, du coup, voire plusieurs... Oui, les effets. Bah, tu programmes et t'es pas simplement dans la réaction et tu subis moins le jeu. Tu es en prise avec ce qui se passe et tu t'élabores. Enfin, oui. Voilà. Donc, c'est ce que Mais quand tu gagnes ça avec un élève, bah, du coup, ça, si par des petites phrases au quotidien, sur d'autres temps qui sont pas du jeu, mais ton élève, il va se mettre à anticiper telle ou telle chose en maths, il va se mettre à se dire, tiens, là, en art, je pourrais aussi faire comme ça. Enfin, oui, ça aide dans tous les autres aspects. En fait, ça aide à, je sais pas, oui, dans plein d'aspects de la vie. Ouais. J'ai encore deux petites questions, qui sont peut-être pas petites d'ailleurs. Il y en a une, c'est sur à quoi les enfants, en fait, sont le plus sensibles sur un jeu. Est-ce que tu as remarqué, je sais pas, sur le visuel, la thématique, la scénographie peut-être, ou pas du tout? Ou en fait... Alors, s'ils sont sensibles, oui. Mais après, quand on a fait plein de parties... En fait, sur la première partie, oui. Je dirais que sur la première partie, oui.
C'est-à-dire sur le visuel ou... Ouais, le visuel, le matériel, je pense que ça joue l'univers qui est construit. Mais je pense qu'après, c'est pas forcément ce qui prime. Même si moi-même, en tant que joueuse, je sais que par exemple, Azul, tu vois, la qualité des tuiles, résine, ça, j'ai plaisir à jouer avec ce matériel. Enfin, je m'en cache pas, je m'en cacherai jamais. C'est beau, je trouve ça... donc, je trouve qu'en tant que joueur, tu peux garder quand même ce rapport assez, presque un peu, je sais pas, dans la sensation de jeu. Oui. Donc, tu peux garder ça. Ça contribue au plaisir de jeu, mais je pense que ce n'est pas le vecteur de plaisir principal. Je pense je pense que si tu joues peu ou que tu n'as pas l'occasion de faire plusieurs parties d'eux, ça a un retentissement plus fort. Mais que si tu joues plusieurs fois à tel ou tel jeu, ce qui t'y fera revenir, c'est pas le matériel. S'il y a que le matériel ou l'aspect esthétique, tu n'y reviendras pas forcément. Il faut que tu aies vu des choses qui te... Alors des fois, ça peut être l'ambiance, ça peut être plein de choses. Mais tu mettras dans ce jeu, à mon avis, plus que de simples aspects esthétiques. Et ça prime pas sur la longueur. Mais ça, par contre, ça, je pense qu'à intérêt intellectuel égal ou intérêt social égal, ça peut départager de jeu, quand même. Oui. Oui, forcément qu'après, il y a... si c'est Pikachu, c'est peut-être un peu mieux que si c'est Barbe Noire le pirate, quoi. Là, tu vois, par exemple, moi, j'avais réfléchi à ça sur le plastique des jeux enfants, par exemple. Et par exemple, des jeux... Moi, je trouve que le bois, ça, c'est une réflexion générale sur... le bois en classe est apaisant. Quand ils ont du matériel, tu vois, en maths, je trouve que des bûchettes en bois ou... Ça a plus... Alors, est-ce que c'est ma marotte personnelle mais je trouve que ça apporte une chaleur qui n'est pas la même que du plastique, qui n'est pas la même... Et du coup, je suis... peut-être parce que ça me parle aussi quand moi-même je joue à des jeux ou quand... mais je trouve que je suis attentive à ça. J'aime pas quand un jeu est débordant de plastique ou... Enfin, j'ai pas l'impression... Je trouverai certainement des contre-exemples par la suite, mais il me semble que la qualité du matériel, j'y suis quand même attentive pour les jeux enfants. Oui. D'ailleurs, on peut dire, avant la dernière question, les 3 jeux qui ont été lauréats à l'Éducafip l'année dernière, donc de mémoire. Hein, c'est Chouilletu, Mysterium Kids et Syllabus. Oui. Et donc voilà, donc c'est aussi... d'ailleurs, de toute façon, vous aurez en lien tous les endroits où aller picorer sur Internet qui vous seront nécessaires. Je cherche ma phrase en fait. Où il y aura notamment les 10 nommés aussi. Donc, c'est des choix sûrs et certains de jeux qui sont... Sûrs et certains du point de vue du jury. Oui, mais je veux dire, même au-delà de ça, on sait que c'est des jeux qui vont être fun, qui sont efficaces et qui... Voilà. Nous, on les a aimés, ça c'est sûr. Et vous retrouverez peut-être même dedans, il me semble que dans les nommés, il y avait genre 2 pommes 3. Oui. Voilà, il y a des choses comme ça. Oui, mais franchement, c'était... Lui, il nous a ravagé la tronche quand on l'a découvert à Cannes. Tout le monde se disait... C'était drôle parce que dans les allées, t'avais les adultes qui avaient presque les yeux qui pétillaient à se dire « T'as joué à 2 pommes 3 pains ?» Il faut que t'as joué à 2 pommes 3 pains. Donc lui, en gros, c'était prétexte. Et ils étaient à côté du stand de Blue Orange. Dès que j'ai découvert ce jeu, j'ai dit « Mais ce jeu-là, il faudrait trop qu'il le présente, quoi. » Mais ouais, donc j'étais ravie qu'il soit dans la sélection, qu'il se présente et qu'il soit retenu dans la sélection. Et j'ai fait au Flip, ils avaient organisé une partie grandeur nature. Donc on y a joué avec des enfants et tout. C'était trop fun. Dans le sable, là, sur la grande esplanade au bout, là, c'était vraiment chouette. Et ça donne des idées, effectivement, pour faire des versions grandeur nature aussi avec les élèves. C'était très, très chouette. Ouais, j'ai digressé à mort. Non, mais on est sur la chaîne de la digression, donc de la ludigression. Même. Oui. Dernière question, du coup. Est-ce que ça a été facile ou est-ce que c'est facile d'intégrer le jeu de société à l'école ? Non.
Non, parce que je trouve que... Alors, ce qui aide à amener le jeu à l'école, c'est que déjà dans les programmes, il est spécifié par exemple qu'on apprend par le jeu. C'est redit de façon très claire dans les programmes pour la maternelle, mais c'est aussi dit au niveau de l'élémentaire, notamment dans le plan mathématique. C'est un plan en 22 points, et à un endroit, c'est écrit qu'on apprend aussi par le jeu. Enfin, on apprend par le jeu, quoi. Et ça, je pense que c'est aidant. Je pense qu'il est plus facile en 2024-25, là, sur cette année scolaire, de concevoir des séquences d'apprentissage-enseignement où tu utilises des jeux, où tu élabores avec des jeux, qu'il y a 10 ans en arrière, quand il n'y avait pas... Alors, pas seulement l'Éducaflip, mais quand il n'y avait pas eu toutes ces discussions sur... et toutes ces créations ludiques, je pense que là, on ne peut plus faire sans le jeu à l'école. Enfin, au sens où, même dans les textes officiels, il y a eu... on a redit qu'à l'élémentaire aussi, etc. Mais ce qui est compliqué, c'est que... je pense que quand tu n'es pas joueur toi-même, ou joueuse toi-même, et que tu vois pourtant l'intérêt que ça a à faire jouer, etc., c'est compliqué de se retrouver dans tout ce qui existe et de se dire « Ah oui, bien sûr, je pourrais... je pense que, tu vois, par exemple, quand j'élabore les parcours ludiques, là, ce qui m'aide, c'est que je connais beaucoup de jeux et que je suis capable de me dire « Ah, mais tel jeu... » Enfin, de rapprocher pas simplement des thèmes mais des mécaniques. Et en gros, il faut parfois voir au-delà de l'habillage pour sortir. Ouais. Et donc, s'y retrouver, c'est un peu compliqué. Après, s'autoriser, c'est encore l'autre pas. Ensuite, donc, t'élabores ton truc, ta séquence, et il faut se le sentir aussi. Tu vois, sur la posture enseignante, au départ, ce qui aide beaucoup, c'est par exemple le guide blanc là, qui est paru il y a quelques années, qui est fabuleux franchement, et qui reprend aussi les postures de l'enseignant et qui dit qu'on peut s'asseoir à la table et jouer avec les élèves. Tu vois qu'on n'est pas obligé d'être en mode un peu descendant. On peut être aussi joueur et joueuse. Et je trouve que là-dessus, ça remet aussi... En fait, concrétiser, c'est difficile aussi. C'est-à-dire que même quand tu veux, même quand tu as prévu, tu as anticipé tes séances, tu te sens légitime à le faire et autorisé par l'institution à le faire, etc. Même quand tu as ouvert toutes ces portes-là en toi, eh ben, la mise en œuvre, elle est complexe. Dans le fait de se laisser du temps, parce qu'on est quand même beaucoup pressuré en termes de temps pour, disons, faire le tour des programmes et avancer au maximum avec les élèves. Donc, s'autoriser cet espace-temps, c'est déjà bien. Et après, le concrétiser vraiment, c'est-à-dire se dire comment j'organise. Parce que, en fait, les configurations des classes, elles sont aussi très variables. Tu peux avoir peu d'élèves, mais du coup, des élèves où tu as peu d'élèves parce que justement, il faut aider beaucoup ces élèves. Donc, il faut composer aussi avec ce contexte qui est particulier de la REP+, des classes dédoublées. C'est pas pour des prunes, c'est parce qu'il y a des problématiques. Donc, le jeu, a fortiori, a toute sa place. Mais dans ce contexte précis, faut trouver aussi ses façons de faire. Et tu as aussi des classes où il y a des effectifs très importants. Donc, dans ce cas-là, même matériellement, comment tu fais? Est-ce que tu as plusieurs exemplaires du même jeu? Ou est-ce que tu as des jeux différents, mais ça suppose que du coup, tu es expliqué comment tu joues? Est-ce que tu joues en classe entière, en demi? Tout ça, c'est que des choix d'enseignement et il faut se les jauger, quoi. Faut se les sentir. Donc, du coup, un des conseils pour se lancer, parce que oui, c'est dur, mais par contre, c'est très bénéfique et ça contribue à beaucoup de choses, à tout ce qui est développement cognitif, affectif, au bien-être.
ça apporte vraiment énormément. Donc, je pense que, en fait, le pourquoi on joue en classe n'est plus... Je trouve que ça fait plus tant débat. Que les gens sentent le bénéfice à. Mais sur le comment, là, je trouve qu'il y a des vraies questions. Et c'est des questions légitimes parce que c'est pas évident. Donc, le meilleur conseil, c'est s'essayer et petit à petit se roder un fonctionnement et s'autoriser aussi, même une fois qu'on a rodé son fonctionnement, à se dire, en fait, je pourrais aussi tester ce format-là ou voilà. Donc, au départ, je pense que le jeu, il peut entrer par la petite porte. Ça peut être sur des APC, des aides qui sont un peu... C'est hors temps de classe, donc on a un petit groupe d'élèves. Donc, souvent, c'est par cette porte-là. Ça peut être aussi sur des temps de remédiation avec un petit groupe. Et là, la classe a lieu par ailleurs et fait le travail en autonomie, parce que c'est aussi ça, on amène les élèves à être autonomes. Donc, ça peut servir à avoir un petit groupe en remédiation sur quelque chose. Donc, et puis, des fois, ça peut être demi-classe ou voilà. Mais en atelier, si c'est classe entière, mais faut pas se mettre de barrière, je pense. Faut tenter, ajuster, s'essayer à d'autres formats parce que on a entendu qu'un tel faisait comme ci, comme ça, et pas se comparer. Je pense qu'on a tous une professionnalité. On sait tous... piloter une classe, quand on est enseignant, ce qui est plaisant, c'est quand même qu'on est maître à bord ou maîtresse à bord. Donc, on pilote. Et ça, c'est quand même notre grande chance, quoi. On est à l'initiative etc. Donc, on a le choix des moyens pour atteindre les objectifs fixés, tout ça. Donc, en fait... faut se faire confiance quant au choix des moyens et peut-être qu'à tel moment on fera comme ci comme ça et puis à 5 ans de là on fera autrement parce qu'on aura évolué, on aura perçu ce qui est plus efficace avec ce qu'on est nous et ce qu'ils sont eux et voilà. Oui, et peut-être que le jeu de société aura intégré les écoles de formation pour les... Cette année en fait on a une conférence en mathématiques donc qui fait partie des animations pédagogiques obligatoires, donc des temps de formation obligatoires des enseignants. Et en cycle 2, c'est une conférence sur Matador et sur les façons d'utiliser ce jeu en mathématiques à l'école. Donc là, j'ai hâte, c'est bientôt. Et j'ai été aussi contactée en tant que formatrice par l'INSPE, l'école de formation à Montpellier. Et à mon grand dame, j'ai pas pu... En fait, ils m'ont contacté quand moi, j'étais déjà très affairée avec les suivis de formation de début d'année. En fait, dès fin août, je redémarrais. Donc, j'avais déjà fait ma rentrée de formation. J'étais déjà au travail. Donc, je n'ai pas pu donner suite. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de choses qui se font aussi en direction des formations de jeunes enseignants. Dans ma classe, l'année dernière, j'ai eu un stagiaire donc, qui était en master 2, dont le sujet de mémoire était apprendre par le jeu. Donc, j'étais contente de l'accueillir. Et donc, on a déroulé en fait les séances qu'il avait prévues pour sa recherche. Et puis, cette année-là, lorsque j'ai fait la rencontre expliquée, où on a accueilli les moyennes sections et les grandes sections, j'avais mes stagiaires dans la classe. Donc, elles ont vu aussi 7 ans. Je trouve que ça fait partie... Alors, ce qui est compliqué en ce moment, c'est que parce que j'ai 3 jours dans ma classe et 1 jour et demi en tant que formatrice, et ce qui est compliqué pour moi, c'est parfois de trouver le temps d'élaborer. Mais je pense qu'avec les années, je trouverais peut-être plus facilement comment... j'aurais peut-être plus... comme là, je découvre les missions de formatrice, c'est très coûteux, puisque j'apprends mes missions de formatrice. Mais je pense, là, c'est quand même la 3e année, donc ça me laisse plus de latitude pour me repencher sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et donc, cette année, je vois que voilà, la machine, elle se remet en route sur apprendre par le jeu. Enfin, contrairement aux 2 autres années où j'étais très happée par mes nouvelles missions, là, ça se remet en route. Et du coup, j'ai bon espoir d'œuvrer sur ce champ-là aussi et de faire en sorte que les enseignants se lancent plus, les jeunes enseignants se lancent plus. Je trouve qu'il y a vraiment matière à et que
faut jamais perdre de vue. En gros, c'est comme en littérature. Tu peux, quand tu fais tes séquences, le choix du jeu est important. Enfin, le choix du livre en littérature sera important. Le choix du jeu sera important aussi. Si tu choisis bien, donc si soit tu te fais aider pour choisir, conseiller, tout ça, soit tu connais et tu estimes que... Enfin, voilà. Mais le choix du jeu ou des jeux est important pour faire en sorte que ce jeu porte et construise les élèves. Et enfin, voilà. C'est... Très bien. Et puis un 2 pommes, 3 pains entre collègues dans la salle des On y a enseignants. joué, mais on y a joué aussi. Et tous les cerveaux fumaient, voilà, on peut se le dire. Eh ben, je pense qu'on a fait un peu le tour. À moins que tu vois quelque chose. Non, là j'en suis à la phase où je vais bégayer et je vais recommencer à avoir peur de la caméra, que je n'ai pas tant regardé, je m'aperçois. Enfin, une caméra, c'est l'audience. Salut, audience. En tout cas, un grand merci. J'ai appris Merci à plein de toi. choses. C'était très intéressant. Marie, Oui, merci. merci à toi. Et ce que j'ai dit là, je ne suis qu'un membre du jury, donc on est plusieurs et voilà, j'ai essayé de parler quand je pouvais, de parler en leur nom à tous, mais il faut aussi se dire que ce n'est que mon avis. Voilà. Donc, Ce n'est que Marie. ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est déjà pas mal là. Merci Jérémy. Ciao, ciao. Au revoir audience. Pardon de ne pas t'avoir trop regardé.